Alors, donc on va parler d'autisme. Alors d'abord, je vais me présenter. Donc je suis généticien, donc médecin de formation pédiatrique. Je me suis ensuite orienté vers la génétique, essentiellement par la recherche, en fait. Et voilà, j'ai un cursus à la fois médical et universitaire. Et actuellement, on s'intéresse dans le service et dans l'équipe de recherche. Donc une équipe de recherche qui s'appelle Génétique du neurodéveloppement au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. On s'intéresse aux déterminants génétiques des troubles du neurodéveloppement. Donc je connais mieux la génétique que le reste, parce qu'il n'y a pas que des causes génétiques à l'autisme, mais j'essaierai de parler de un peu tout ce qu'on sait sur la pathologie. Je ne me limiterai évidemment pas à la question génétique. Alors, la première question, quand on pose cette question, l'autisme est-elle une pathologie génétique? Déjà, on se demande qu'est-ce que l'autisme? Alors, est-ce qu'on doit parler d'autisme ou est-ce qu'on doit utiliser une autre dénomination? Parce qu'en fait, autisme, c'est un terme un petit peu gênant, il me semble, parce qu'il laisse entendre qu'il y aurait un seul autisme, c'est-à-dire que ce serait une pathologie en soi. Alors, il semble que l'autisme ne soit pas une pathologie en soi, mais plutôt recouvre un ensemble d'entités qui ont chacune une cause différente, et donc les causes des troubles du spectre autistique sont très variées. Donc effectivement, maintenant, on utilise plutôt la dénomination trouble du spectre autistique, qui permet de savoir qu'on s'intéresse à un ensemble de pathologies plutôt qu'à une pathologie isolée. Alors, il y a deux instances qui... Alors, vous pouvez m'interrompre si vous le souhaitez au cours de la présentation. Elle devrait durer, je pense, à peu près 3/4 d'heure. Elle est assez simple. Enfin, c'est une présentation que je vais essayer de faire la plus simple possible. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez et on aura en principe 3/4 d'heure pour poser des questions et échanger ensuite. Donc, deux instances... cherche à définir les troubles du spectre autistique. Donc la CIM-10, qui est la classification internationale des maladies, qui définit les troubles du spectre autistique et qui commence sa définition en disant sont un groupe de troubles. Donc on est maintenant bien d'accord, dans la 10e édition de la classification internationale des maladies, qu'on ne peut pas parler d'autisme. En tout cas, ça induit de fausses idées, mais qu'il faut vraiment parler de troubles du spectre autistique, donc d'un groupe de pathologies. Et la DSM-5, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est une émanation de l'association américaine de psychiatrie, définit les troubles du spectre autistique un peu différemment. Les troubles du spectre autistique sont des troubles neurodéveloppementaux, donc ils vont un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est pas seulement un ensemble de pathologies avec des causes variées, mais c'est aussi des troubles neurodéveloppementaux. Et ça, c'est une notion qui est quand même relativement nouvelle, c'est-à-dire que ça laisse entendre qu'il y a un défaut dans le neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce que le neurodéveloppement? Le neurodéveloppement, c'est le développement du cerveau et du système nerveux périphérique précoce, pendant la période embryonnaire. Alors, pendant la période embryonnaire, essentiellement, mais aussi au-delà, tout au long pendant le reste du développement in utero et tout au long de la vie. Alors le développement embryonnaire précoce, c'est la période qui concerne les 3 premiers mois de la grossesse, qui est une période extrêmement sensible, pendant laquelle les organes se développent. Et une fois qu'ils sont développés, qu'ils ont leur entité d'organes, on parle plutôt, enfin, on a l'habitude de parler plutôt de morphogénèse, c'est-à-dire c'est la fin de la mise en place de ces organes, mais la période initiale est vraiment très très importante, les 3 premiers mois de grossesse. Donc ici, alors bon, c'est un schéma qui est pas très explicite. C'est une coupe d'embryon, enfin c'est une figure d'une coupe d'embryon transversale, et essentiellement de la partie dorsale à 19 jours. Et il y a plusieurs couleurs. Donc, ce qui est représenté en rouge correspond à ce qui va devenir le futur. C'est la plaque neurale qui va ensuite s'invaginer pour former un tube neural et qui va former donc le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière.
autour de ce tube, cette plaque puis tube neural, qui formera plus tard un tube neural, il y a la partie bleue. La partie bleue, c'est les crêtes neurales. On appelle ça les crêtes neurales ectodermiques. Ce feuillet, c'est le feuillet ectodermique. C'est ce qui va donner donc le système nerveux, la peau. Et les crêtes neurales vont avoir plusieurs destinées, mais en particulier le système nerveux périphérique. Alors, le neurodéveloppement se poursuit par une prolifération neuronale intense, donc entre la 4e et la 12e semaine de gestation. Donc c'est 2e et 3e mois de grossesse. Prolifération neuronale, et en même temps qu'on observe une prolifération neuronale, les neurones migrent également vers leur destination. Cette migration neuronale se poursuit en fait jusqu'à la naissance. La synaptogénèse va se produire entre la 19e semaine de grossesse, donc 4e mois à peu près, jusqu'à la naissance également. C'est la formation des contacts entre neurones. Et la myélinisation des axones, alors il y a un petit schéma là-haut, qui montre un neurone de façon très synthétique. Il y a donc une tête cellulaire, un axone et des terminaisons axonales. Donc l'axone sera myélinisé entre la 29e semaine de gestation et l'âge adulte. Voilà, donc on peut considérer que le neurodéveloppement se produit essentiellement in utero, essentiellement au cours des 2e et 3e mois de grossesse, mais en réalité tout au long de la grossesse et ensuite tout au long de la vie avec une plasticité du système nerveux qui est importante, plus importante que ce qu'on pensait. Alors, juste peut-être pour préciser, les synapses, ce sont des espaces qui sont formés entre les terminaisons axonales et les dendrites d'un neurone voisin. Donc, on a la partie présynaptique qui correspond aux terminaisons axonales, à l'extrémité de la terminaison axonale, un espace, et les dendrites du neurone avec lequel on va entrer en contact, qui forment la partie postsynaptique. Voilà, et c'est cet espace qui permet les connexions, en fait, la transmission des informations entre neurones par l'intermédiaire de substances chimiques. L'information dans le neurone circule sous la forme d'un courant électrique, schématiquement. Alors, voilà, maintenant que j'ai défini le neurodéveloppement de façon extrêmement brève, synthétique, on revient à la classification qui regroupe tout un nombre d'entités dont vous avez probablement déjà entendu parler, les troubles envahissants du développement, les troubles autistiques, le syndrome d'Asperger, qui est donc un syndrome autistique sans déficience intellectuelle. Les troubles envahissants du développement non spécifiés, vous voyez à quel point c'est imprécis, ces terminologies. Le syndrome de Rett. Alors, le syndrome de Rett, c'est un syndrome autistique avec d'autres signes, des signes neurologiques en particulier, dont la cause génétique est bien connue depuis plusieurs années. Les troubles désintégratifs de l'enfance. Alors, troubles désintégratifs, ça paraît très très obscur comme terminologie. Les troubles désintégratifs de l'enfance, ce sont des enfants qui se développent normalement jusqu'à l'âge de 18 mois, 3 ans, et qui vont perdre leur capacité à entrer en communication et le langage. Ensuite, ils vont récupérer un peu plus tard grâce aux prises en charge. Donc, une partie de cet ensemble est maintenant regroupée sous le terme de troubles du spectre de l'autisme, et je pense qu'on pourrait mettre l'ensemble de ces items, d'ailleurs, sous le titre de troubles du spectre de l'autisme, ça irait encore mieux, à mon avis. Voilà, donc maintenant qu'on sait que on ne parle pas d'autisme mais de troubles du spectre autistique, on se pose la question, mais tout ça c'est dû à quoi? Alors, il y a eu des progrès récemment dans le domaine de la génétique, dans le domaine du diagnostic génétique. On a fait également quelques progrès, beaucoup plus récemment, sur les facteurs environnementaux, et on n'a quasiment aucune information sur les interactions gène-environnement pour l'instant dans cette pathologie. C'est-à-dire qu'on a coutume de penser que l'autisme ou les troubles du spectre autistique sont des pathologies multifactorielles, génétiquement hétérogènes, multifactorielles, c'est-à-dire dues à de nombreuses causes environnementales et peut-être génétiques.
En réalité, ça n'a jamais été démontré jusqu'à présent, de façon claire. Ce qui a été démontré de façon claire, c'est qu'il existe des formes monogéniques d'autisme. C'est-à-dire qu'il y a des sous-entités dans lesquelles on identifie une mutation qui va, chez la personne, qui va avoir un effet fort et conduire au trouble du spectre autistique. Donc ça, c'est démontré. Pour le reste, les démonstrations sont plus récentes et donc moins bien documentées. Alors, quels sont les signes cliniques des troubles du spectre autistique? Donc, on parle de troubles du spectre autistique devant un trouble des interactions sociales, un trouble de la communication verbale ou non verbale, et non verbale en général, et des stéréotypies, c'est-à-dire des mouvements répétitifs et des intérêts restreints. Voilà, donc le trouble des interactions sociales et le trouble de la communication, et d'autre part, des mouvements répétitifs et des intérêts restreints. Alors, il y a plusieurs situations ici qui sont dessinées. Donc, un enfant qui manifeste de l'indifférence, un enfant ou une personne, alors je parle d'enfant parce que je suis pédiatre, donc j'ai vu beaucoup d'enfants, mais je vois aussi des adultes. Donc une personne qui se joint à un groupe seulement sur l'insistance et avec l'aide de l'adulte. Les interactions sont unilatérales, indique ses besoins en utilisant la main de l'adulte, ne joue pas avec les autres enfants, parle de façon incessante sur un sujet particulier. Utilisation écolalique du langage. Alors ça arrive souvent, l'utilisation écolalique du langage, c'est-à-dire les enfants répètent. Ils répètent ce qu'ils entendent, sans nécessairement utiliser le langage d'une façon ciblée, précise. Rit de façon inappropriée. Alors ces signes ne sont pas tous toujours présents et ils peuvent orienter vers un diagnostic particulier. Par exemple, on connaît un certain nombre de syndromes qui comprennent les troubles du spectre autistique. Alors, ce qu'on appelle syndrome, c'est quand il n'y a pas un seul signe isolé, mais plusieurs signes. Donc, syndrome autistique, c'est-à-dire qu'il y a des troubles du spectre autistique et d'autres signes. Donc, on sait reconnaître des syndromes d'après un certain nombre de signes cliniques. En particulier, un enfant qui rit de façon inappropriée va faire évoquer une cause, pourra dans un certain contexte clinique faire évoquer une cause particulière. Présente des comportements bizarres, fait tourner les objets. Alors oui, donc ils font rouler des petites voitures. Ils ont parfois des mouvements répétitifs des mains comme ça, une sorte de flapping. Alors manque de contact oculaire, n'apprécie pas les changements, difficulté à s'adapter effectivement aux situations nouvelles, avec une grande anxiété dans les situations nouvelles. Manque de jeu imaginatif. Certains peuvent avoir des talents, mais pas au niveau du raisonnement social. Alors, il y a des situations qui sont assez étonnantes, et en particulier, j'ai souvenir d'un enfant dont on ne dirait pas qu'il avait des troubles du spectre autistique. En tout cas, c'était pas au premier plan, mais il avait surtout une déficience intellectuelle extrêmement profonde et des troubles du spectre autistique. On pourrait dire presque qui étaient conséquences de la déficience intellectuelle, puisque quand on est très déficient, eh bien, on n'a pas de langage. Du coup, on a des difficultés à communiquer et on peut être amené à avoir des comportements répétitifs qui sont des sortes de rituels qui rassurent les enfants. Voilà, donc je me souviens de cet enfant qui ne parlait pas, qui n'avait quasiment pas de contact et dont le père m'a dit « Mais vous savez, il a des talents extraordinaires. » Alors, ça n'arrive pas souvent, ce type de situation. Et donc, je demande quel talent, et le père me dit, vous lui dites n'importe quelle date, et il vous dit le jour. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, vous lui dites, je sais pas moi, 28 septembre 2032, et il vous dira si c'est un lundi, un mercredi. Je dis, mais il parle pas. Oui, mais avec les doigts, il va me montrer. Et donc, je donne une date au hasard, l'enfant me fait comme ça, et le père me dit, c'est un mercredi. Je dis, mais c'est pas possible. Et je vérifie, effectivement, c'était un mercredi. Et j'ai fait ça, évidemment, 2, 3 fois, 4 fois, et l'enfant, à chaque fois, donnait la bonne réponse. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a probablement une représentation par des images ou un système mathématique qui lui permet de savoir... je dis, mais quand même, les années ne sont pas toutes les mêmes, les années bissextiles, etc.
absolument étonnant. Et en fait, voilà, il était capable de ça. Donc certains enfants, effectivement, ont des talents particuliers. Alors, plus communément, ils peuvent avoir une sensibilité sensorielle forte et donc des capacités artistiques. Et j'ai quelques patients qui font des très jolis dessins, qui sont que je garde dans mon bureau. Alors, ça c'est la triade. Donc, troubles des interactions sociales, de la communication et des comportements répétitifs et ciblés sur un petit nombre d'intérêts. Et puis, il y a des signes variables. Alors, ces signes variables, c'est par exemple la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle est présente dans 50% des cas de troubles du spectre autistique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était absente dans le syndrome d'Asperger. On peut observer des troubles du langage, mais ils sont absents dans le syndrome d'Asperger. Des troubles de la coordination motrice. Il y a des enfants qui ont des difficultés motrices. Troubles de l'attention, hyperactivité, qui peuvent être associés. Donc, également des troubles du comportement, opposition, automutilation, des tics. Vous connaissez peut-être le syndrome de Gilles de la Tourette. Ce sont des personnes qui laissent échapper des gros mots ou des exclamations. Une anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs, une épilepsie, des troubles du sommeil, difficultés d'interprétation et d'expression de la douleur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois. Les parents disent « mais mon enfant ne se plaint pas de la douleur. Je n'arrive pas à savoir quand il a mal parce qu'il ne se plaint pas de la douleur. » Des troubles de l'alimentation et gastro-intestinaux et des modifications sensorielles. Alors, les modifications sensorielles sont assez étonnantes. Et il y a un certain nombre d'équipes au Centre de recherche en neurosciences qui travaillent spécifiquement sur cette question sensorielle et qui repèrent des profils sensoriels tout à fait particuliers et tout à fait partagés entre les différents patients. Donc voilà, ça c'est encore une petite liste. En ce qui concerne donc la sensibilité somesthésique, il peut y avoir, comme je le disais, une insensibilité à la douleur, des automutilations, une recherche de sensations par des contacts ou une pression profonde, et à l'inverse, une intolérance à certaines textures, et en particulier à certains aliments. Donc on peut avoir les deux, c'est-à-dire à la fois l'hyporéactivité et l'hyperréactivité pour d'autres choses. Dans le domaine de la vision, c'est pareil. Méconnaissance d'obstacles, difficulté pour reconnaître les visages, évitement du regard, et à l'inverse, une perception du détail qui peut être très fine. Pour ce qui concerne l'audition, l'enfant ne va pas se retourner à l'appel de son nom, manquer de conscience du ton de la voix, et inversement, avoir une intolérance au bruit à certaines fréquences et une oreille absolue relativement fréquente. Alors, c'est vrai que les enfants sont souvent très sensibles au bruit, et à l'inverse, quand on les appelle, ils ne répondent pas, mais ils entendent probablement très bien, mais ils n'interprètent pas ce signal comme une demande d'entrer en contact. Une tolérance à la position à la tête en bas et au tournoiement et le mal des transports, ce qui concerne les fonctions vestibulaires, et pour le goût et le toucher, donc ils peuvent exprimer une pica. La pica, c'est la tendance à s'alimenter avec, porter à la bouche tout un tas de choses qui, en principe, se mangent pas, comme l'encre, la craie, le charbon, le plastique, tout ce qui passe. Et dans le même temps, on peut observer une extrême sélectivité des aliments, avec des aliments qui sont acceptés et d'autres qui ne le sont pas. Alors, si vous voulez bien, et si j'y parviens... Ah non, je ne vais pas y arriver, zut, c'est dommage. Parce que j'avais un petit film à vous passer, et je ne sais pas pourquoi il ne passe pas. Alors, je vais voir si je peux l'avoir autrement. Je crois pas. On va essayer.
Les troubles du spectre autistique peuvent être isolés. Ils peuvent aussi être syndromiques, c'est-à-dire associés à d'autres signes, qui peuvent être des signes neurologiques, des signes malformatifs, une dysmorphie faciale par exemple, ou une malformation d'organes, donc qui vont entrer dans un syndrome, et entrer dans le cadre d'un syndrome. Et ces syndromes, on les repère cliniquement, et le fait de bien les décrire nous permet plus facilement d'être orienté vers la cause. Quand il n'y a pas de signes associés, on parle de troubles du spectre autistique isolés. Alors, quelques mots sur l'épidémiologie des troubles du spectre autistique. C'est environ 1 cas sur 100. Il y a quelques études qui semblent dire que les troubles du spectre autistique sont en augmentation. Alors, on ne sait pas si c'est le fait de mieux les repérer ou s'il y a réellement une augmentation. Ça touche plus fréquemment les garçons que les filles, environ 4 à 5 garçons pour une fille. Et dans les formes isolées, le sex ratio est encore plus déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de garçons encore, on peut aller jusqu'à 8 à 9 garçons pour une fille dans les formes isolées, et dans les formes syndromiques, par contre, ça s'équilibre un peu plus. Alors, il y a des outils diagnostiques qui sont utilisés variablement. Donc, on utilise essentiellement l'ADI et la DOS. L'ADI, c'est un entretien clinique. La DOS, c'est une observation qui semi-structurée qui prend appui sur des jouets, des objets. Et actuellement, on utilise moins la CARS. On peut l'utiliser aussi. Et il y a d'autres possibilités d'évaluation. Le test psychométrique, la mesure du QI, l'examen de la communication et du langage. Donc, il y a des outils pour examiner spécifiquement le langage, également pour examiner le développement moteur ou sensorimoteur, et évidemment l'examen psychologique. Donc c'est essentiellement l'ADI et la DOS qui permettent le diagnostic positif des troubles du spectre autistique. Donc en conclusion de cette première partie, les troubles du spectre autistique sont définis par un ensemble de symptômes, ce sont des signes, c'est un symptôme. Les troubles du spectre autistique recouvrent un ensemble de pathologies variées dont la cause peut être génétique, environnementale ou une combinaison génétique-environnement. Et je vous ai dit que pour cette dernière possibilité, combinaison génétique-environnement, c'est-à-dire on peut dire multifactorielle également, on n'a pas encore de démonstration claire. Enfin, à vrai dire, il y a un article qui est paru ce mois-ci. C'est le premier article qui va dans ce sens-là, qui donne des éléments en faveur de formes multifactorielles de troubles du spectre autistique, qui est paru dans la revue Nature Genetics en mars, sur ce mois-ci. Nature Genetics, c'est une revue de génétique, une revue scientifique. Comment ? Alors, la deuxième partie de cette présentation, c'est quelles sont les causes des troubles du spectre autistique. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions auxquelles, en principe, vous devriez pouvoir déjà répondre. Donc, l'autisme est une maladie aux caractéristiques cliniques précises et stables dans le temps. Vous diriez plutôt oui ou plutôt non ? Plutôt non. Alors, vous avez raison, c'est non. L'autisme est un symptôme ? Oui. Il existe une seule forme d'autisme ? Non. La cause est unique ? Non plus. Les causes peuvent être multiples ? Oui. Les troubles du spectre autistique peuvent être causés par un trouble de la relation psychologique mère-enfant ? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Ça, c'est fini, ça. C'est terminé, ça. On n'en parle même plus. Ça a suffisamment fait de dégâts, ça. Donc, absolument pas. Absolument pas. Les mères des enfants autistes cherchent toutes les solutions possibles pour améliorer les symptômes de leur enfant. Ben oui, les mères et les pères aussi, d'ailleurs. En principe, une pathologie génétique. Est-ce que c'est une pathologie génétique ? Bon, il y a des causes génétiques. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une pathologie génétique. En tout cas, il y a des causes génétiques.
dans certains cas. Une pathologie épigénétique, ou un groupe de pathologies épigénétiques. Alors, épigénétique, est-ce que vous savez à quoi réfère le terme d'épigénétique? Alors, épigénétique, c'est tout ce qui entoure, on va dire simplement, tout ce qui entoure l'ADN, c'est-à-dire le support de l'information génétique, et qui va contrôler ou modifier l'expression des gènes. C'est-à-dire tout ce qui va permettre au génome de savoir quels sont les gènes qui, en fonction du stade de développement et de la position la position dans l'individu, savoir quels gènes vont devoir s'exprimer. Bon, on n'a pas les mêmes gènes qui s'expriment dans une cellule hépatique ou dans une cellule neuronale, et on n'a pas non plus les mêmes gènes qui s'expriment dans une même cellule à différents stades, à différents temps du développement. Donc l'épigénome, c'est ce qui contrôle, c'est un ensemble de modifications chimiques de molécules qui entourent l'ADN et qui vont contrôler l'expression des gènes. Alors, l'épigénome, c'est aussi ce qui fait le lien entre l'environnement et le génome. C'est-à-dire que l'environnement va pouvoir... L'environnement, c'est-à-dire l'alimentation, l'eau, l'air, les médicaments, les polluants, les expériences de la vie vont s'imprimer sur l'épigénome pour modifier la façon dont le génome va s'exprimer. Donc c'est assez extraordinaire en fait. Et c'est un champ qui est en train de s'ouvrir, le champ de l'épigénétique. Alors est-ce que c'est une pathologie épigénétique? Oui, dans certains cas, ça fait appel à l'épigénome, bien évidemment. Une pathologie multifactorielle. Alors une pathologie multifactorielle, ça se définit par une pathologie causée à la fois par des déterminants génétiques et des déterminants environnementaux. Et la combinaison de certains variants génétiques, c'est-à-dire de certaines modifications de la séquence du génome et d'éléments de l'environnement, peuvent conduire à la survenue de cette pathologie. Alors on pense que oui, on en a maintenant des arguments, mais ça reste à être exploré. Une pathologie aux causes variées, c'est-à-dire hétérogène. Oui. Une pathologie dont on peut guérir. Alors effectivement, la réponse c'est plutôt non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir des troubles du spectre autistique, c'est une pathologie qui touche le développement du système nerveux et donc c'est très rare qu'on puisse revenir en arrière. Alors ça peut arriver dans certains cas exceptionnels, comme par exemple dans la phénylcétonurie, qui est une maladie métabolique qui est liée donc à un défaut d'une enzyme. Et ce défaut d'une enzyme va conduire à une accumulation de substances toxiques pour le cerveau et à des troubles du spectre autistique. Lorsqu'on donne un régime adapté, c'est-à-dire qu'on supprime l'acide aminé essentiel, enfin on en donne une petite quantité qui va minimale pour pouvoir vivre et synthétiser les protéines, mais pas plus, eh bien on peut restaurer des fonctions cognitives normales. Donc ça peut arriver, mais c'est assez exceptionnel. Une pathologie que l'on ne peut pas prendre en charge. Alors c'est faux, c'est une pathologie qu'il faut absolument prendre en charge de façon précoce, de façon très active et de façon adaptée au type de handicap. Donc les évaluations sont très très importantes pour pouvoir adapter la prise en charge. Il existe plus de 500 causes différentes d'autisme. Bon, on connaît, alors la réponse c'est oui, on connaît au moins une centaine de gènes impliqués dans les troubles du spectre autistique, on connaît au moins une centaine de remaniements chromosomiques, mais potentiellement n'importe quel remaniement chromosomique peut conduire à un trouble du spectre autistique. Donc la réponse est certainement oui. Alors c'est oui en tout cas pour la déficience intellectuelle. Pour les troubles du spectre autistique, on ne les a peut-être pas encore identifiées, ces causes, mais potentiellement, ça ne serait pas surprenant. En tout cas, plus de 200, c'est sûr. Une pathologie neurodéveloppementale, on a dit. Alors, avant d'aborder les causes génétiques, il faut faire quelques rappels de génétique. Je ne sais pas si vous connaissez la génétique, les plus jeunes, oui. Après, bon, voilà, des informations très simples. Vous voyez une cellule.
avec son noyau. Donc le support de l'information génétique se trouve dans le noyau de la cellule et sous la forme de chromosomes. Alors les chromosomes, c'est quoi? C'est la double hélice d'ADN dont que vous connaissez tous, hein, qui est compactée à un moment particulier du cycle cellulaire, peu avant la mitose, c'est-à-dire la séparation de la cellule mère en deux pour donner deux cellules filles. Eh bien, l'ADN est compacté avec des protéines, hein, qui l'entourent et forme des bâtonnets comme ça qu'on appelle des chromosomes. Alors ces chromosomes ont deux chromatides qui sont en fait l'un est la copie de l'autre, et ces deux chromatides vont se séparer, l'une dans une cellule fille et l'autre dans l'autre cellule fille. Voilà. Et quand on déroule cette chromatide, ce brin, eh bien voilà, on tombe sur la double hélice d'ADN si on la déroule complètement quand on regarde de façon plus fine. Et vous voyez ici, j'ai représenté ici avec ces petits carrés rouges les gènes. Donc un gène 1, un gène 2, séparés par tout un espace intergénique. Les gènes, c'est les parties de l'ADN qui sont transcrites en ARN, et l'ARN, c'est une molécule qui sert de support à la synthèse protéique. Vous savez que le fait d'avoir une mutation génétique n'est pas un problème en soi. La difficulté, le problème, c'est que cet ADN sert, quand la mutation touche un gène, ce gène sert de matrice pour la synthèse d'ARN, qui lui-même sert de support, enfin, pour la synthèse protéique. Et donc, les protéines vont présenter des déficiences, des anomalies, qui vont dépendre de la mutation génétique. Et c'est le défaut protéique qui va conduire à la pathologie, par différents mécanismes. Et les protéines du corps, il y en a différents types, hein, il y a des protéines de structure, il y a des protéines, on parlait tout à l'heure d'enzymes, et d'autres types protéiques. Alors, le karyotype humain normal comporte 46 chromosomes, 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, donc XY chez l'homme, XX chez la femme. Ici, j'ai représenté différents types d'anomalies chromosomiques. Alors, on peut avoir des anomalies de grande taille, qui peuvent être des anomalies de nombre, c'est-à-dire un nombre trop important ou trop faible de chromosomes, ou des anomalies de structure des chromosomes. Alors, les anomalies de nombre, c'est par exemple la trisomie 21. Donc là, vous avez un karyotype. Vous voyez, alors les chromosomes sont photographiés dans les cellules, puis découpés et classés par taille. Donc vous voyez que pour chaque chromosome dans une cellule, on a deux exemplaires. Un exemplaire paternel, un exemplaire maternel. Ici, les chromosomes 21, on devrait en avoir 2, on en a 3. Ça, c'est la trisomie 21. Les anomalies de structure, perte de matériel chromosomique ou gain de matériel chromosomique peuvent également conduire à des anomalies du neurodéveloppement, des troubles du neurodéveloppement, dont des troubles du spectre autistique, bien sûr. Et ce diagnostic se fait par différentes techniques. Donc ici, vous avez une technique d'hybridation in situ fluorescente, où on repère une extrémité du chromosome 5 par les petits signaux verts qui sont en haut. Vous voyez qu'il y en a deux. Donc il y a deux chromosomes 5, deux extrémités d'un chromosome 5. Et l'autre extrémité est repérée par le signal vert-rouge. Et là, ou jaune-rouge. Et là, on n'a qu'un signal, ce qui montre qu'il manque sur l'autre chromosome cette extrémité. Donc il s'agit d'une délétion d'une extrémité du chromosome 5. Ici, c'est le bras court. Alors, il y a une autre technique qu'on utilise maintenant depuis 2007, depuis octobre 2007 dans le service, donc un peu plus de 10 ans, qui est une technique de karyotypage moléculaire. On ne fait plus les karyotypes comme avant en regardant les chromosomes et en les comptant. On fait le karyotype maintenant en étudiant par une technique moléculaire qui permet de savoir si dans plusieurs régions du génome, on a bien les deux copies, la copie paternelle et la copie maternelle. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais si on est porteur d'une anomalie chromosomique, même de petite taille, en délétion, c'est-à-dire perte de matériel chromosomique ou duplication, gain de matériel chromosomique, eh bien on le verra par cette technique qu'on appelle karyotypage moléculaire ou hybridation génomique comparative sur puce à ADN. Ça, c'est pour les remaniements des chromosomes, c'est-à-dire des remaniements de grande taille. Après, quand on va
plus en profondeur dans le chromosome, à l'intérieur du chromosome, on arrive sur la double hélice d'ADN, et donc cette double hélice d'ADN qui est formée de nucléotides, de molécules, 4 molécules différentes, adénine, thymine, guanine, cytosine, et on est capable de séquencer ces molécules pour voir comment elles s'enchaînent. Et il y a deux façons de les séquencer, une façon traditionnelle qui est le séquençage Sanger, et une façon plus moderne. Depuis quelques années, on est capable maintenant de séquencer de grandes quantités d'ADN très rapidement, ce qui a transformé le diagnostic le repérage des mutations génétiques. Alors, quel type de mutation peut-on observer? On peut observer des délétions, c'est-à-dire il peut manquer un nucléotide ou quelques nucléotides, des insertions, c'est-à-dire que quelques nucléotides peuvent s'insérer dans une région du génome, ou des substitutions, c'est-à-dire changement d'un nucléotide pour un autre, par exemple une adénine transformée en thymine. Donc voilà toutes les possibilités. Il faut savoir, et là je serai très bref là-dessus, que ces mutations, quand on les trouve, il y a plusieurs possibilités. Soit elles peuvent survenir de novo, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas chez les parents, donc ce sont des événements génétiques accidentels. Ça, c'est la situation la plus fréquente. Mais une fois qu'une personne en est porteur, il a une probabilité de la transmettre de 1,5. C'est-à-dire toute variation de séquence de l'ADN par rapport à une séquence de référence, toute séquence d'ADN a une probabilité de 1,5 d'être transmise à la descendance, parce que chaque parent transmet la moitié de son matériel génétique. Ensuite, cette variation de séquence, elle peut avoir une traduction clinique ou pas. Si elle a une traduction clinique, on parle de mutation, on parle d'une pathologie dominante. Si la mutation n'a pas d'expression quand elle est présente sur l'une des deux copies du chromosome, eh bien, on parle de pathologie récessive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une mutation sur les deux copies du génome, la copie paternelle et la copie maternelle, pour que la maladie s'exprime. Donc ça, c'est les pathologies récessives. C'est ça la différence entre les pathologies dominantes et récessives. Donc en ce qui concerne la transmission, toute séquence a une probabilité de 1,5 d'être transmise à la descendance, sauf ce dont je vous parlais tout à l'heure, les accidents génétiques. Et une pathologie dominante s'exprime chez la personne qui n'a qu'une mutation, tandis que la pathologie récessive ne s'exprimera que uniquement si la personne a une mutation sur chacune des copies du gène. Voilà, donc ça c'est un petit schéma pour expliquer ça. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Et simplement pour... donc, ce que je vous ai expliqué, c'est la situation d'un monogénisme, c'est-à-dire d'une mutation unique dans un gène. L'hérédité multifactorielle, donc, qui sort du cadre de l'hérédité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'hérédité mendélienne, donc qui correspond aux lois de Mendel. Donc l'hérédité multifactorielle, elle fait intervenir plusieurs variations de l'ADN qui n'auront pas un effet important, c'est-à-dire qui ne conduiront pas en elles-mêmes nécessairement à la pathologie, mais qui vont augmenter la probabilité que la pathologie survienne. Et une combinaison de variations d'ADN qui ont cette capacité à augmenter un risque particulier dans certaines conditions d'environnement peuvent conduire à une pathologie. Et alors ça, ces pathologies-là, ces pathologies multifactorielles, sont ce qu'on appelle des traits quantitatifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas soit malade, soit pas malade, mais il y a en général un spectre mesurable. Voilà, et au-delà d'un certain seuil, on définit les personnes atteintes. Donc c'est le cas pour un certain nombre de situations, le poids, la taille, le périmètre crânien, la pression artérielle, le taux de sucre dans le sang, tout ça sont des traits quantitatifs, la force musculaire, et il y a certaines formes de troubles du neurodéveloppement qui sont également des maladies multifactorielles, bien qu'on ne les ait pas encore clairement identifiées. Par contre, les formes monogéniques et les formes chromosomiques de troubles du spectre autistique sont maintenant de mieux en mieux caractérisées. Et là, c'est un petit schéma qui provient d'une publication qui est parue fin 2017, qui montre, il y a à peu près une soixantaine de gènes ici qui ont été caractérisés
dans lesquelles des mutations ont été trouvées chez des patients qui présentent un trouble du spectre autistique, et mutations pour lesquelles on a pu faire un lien entre la présence de la mutation et la présence de la pathologie. Sur la droite, vous avez une figure qui répertorie les remaniements chromosomiques, en rouge les délétions, en bleu les duplications, sur différents chromosomes qui conduisent au trouble du spectre autistique. Alors, les gènes qui étaient montrés sur la partie gauche de la diapositive, impliqués dans les TSA, peuvent être impliqués dans d'autres pathologies. Alors ça, c'est très surprenant. C'est-à-dire que ces gènes ne sont pas uniquement nécessairement dédiés au fonctionnement cérébral, mais ils peuvent avoir d'autres fonctions également. On peut, par exemple, observer des mutations dans ces gènes-là, les gènes de troubles du spectre autistique, dans des pathologies cardiaques congénitales, pour certains d'entre eux, ou bien dans des maladies métaboliques, ou bien, et là c'est moins surprenant, dans des pathologies comme la schizophrénie ou la déficience intellectuelle, qui sont des pathologies qui cliniquement n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est très surprenant. On observe parfois au sein d'une même famille, pour laquelle on aura identifié une mutation particulière, des personnes qui présentent la mutation et qui auront une déficience intellectuelle sans trouble du spectre autistique, et d'autres qui vont avoir un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Alors on ne sait pas expliquer cette observation. Donc on se dit que probablement les autres gènes, alors les explications qu'on avance habituellement, les hypothèses qu'on avance habituellement sont assez classiques, les autres gènes du génome, le background génétique, c'est-à-dire la constitution génétique par ailleurs, peut jouer un rôle, ou le contexte environnemental également, c'est-à-dire ce à quoi va être exposé l'individu, peut également jouer un rôle. C'est-à-dire que la mutation serait ce qui entraînerait la susceptibilité, et la situation environnementale orienterait la pathologie vers une forme particulière ou une autre. Alors, donc on a vu mutation dans un gène, donc mutation dans l'ARN, et donc une anomalie de la synthèse protéique. Alors ces anomalies de la synthèse protéique, elles sont variées. Il peut y avoir des protéines qui sont plus courtes, il peut y avoir des protéines qui ont la taille normale, mais dans laquelle un acide aminé est remplacé par un autre, et donc elles ne vont pas fonctionner correctement. Ces protéines impliquées dans les TSA peuvent avoir des fonctions extrêmement variées. Ici, j'ai repris une diapositive qui est extrêmement schématique, qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui montre bien le rôle de certaines protéines dans les fonctions synaptiques, c'est-à-dire les contacts entre neurones. Vous avez des mutations de gènes ici à la membrane postsynaptique, comme SHANK3 ou neuroligine, des mutations de gènes à la membrane présynaptique. Vous avez aussi des mutations de gènes qui sont ce qu'on appelle des facteurs de transcription. Alors les facteurs de transcription, ce sont des gènes qui codent pour des protéines qui elles-mêmes vont réguler l'expression d'autres gènes, qui eux-mêmes sont exprimés dans le cerveau, bien sûr. Donc c'est un défaut finalement en cascade. Donc ça c'est des situations relativement fréquentes. Donc comment fait-on le diagnostic des troubles du spectre autistique aujourd'hui au laboratoire, dans le service clinique? On n'est plus dans un cadre de recherche, maintenant on est dans un cadre diagnostique. Eh bien, on commence par faire un karyotype moléculaire. Bon, on commence par examiner les personnes, prendre l'observation clinique, ça c'est la première chose, mais pour ce qui est du diagnostic biologique, on propose d'abord un karyotype moléculaire avec une probabilité de poser un diagnostic qui est, je dirais, de l'ordre de 15%. Dans les formes syndromiques, dans les formes isolées, c'est moins que ça. Et puis dans un deuxième temps, si on n'a pas d'anomalie chromosomique, eh bien la seule possibilité, c'est qu'il y ait une mutation ponctuelle, enfin en tout cas la seule possibilité qu'on est capable, nous, de chercher, c'est qu'il y ait une mutation ponctuelle, et donc on va rechercher une mutation ponctuelle par du séquençage. Alors on utilise maintenant le séquençage de nouvelle génération, il y a plusieurs façons de faire, soit on séquence un panel de gènes. Alors les panels de gènes, ça prend du temps à monter ça au laboratoire, et donc
On l'a fait. On l'a fait pour un certain nombre de pathologies neurodéveloppementales, pour l'épilepsie, pour la déficience intellectuelle. C'est ce que j'ai noté DI ici, c'est la déficience intellectuelle. Donc dans la déficience intellectuelle, on pose un diagnostic à peu près dans 25% des cas avec ce panel de gènes. Avec l'exome, c'est-à-dire le séquençage, on est capable de le faire maintenant, séquencer tous les gènes du génome, eh bien on pose un diagnostic dans 40% des cas. Et bientôt, on sera amené à faire du séquençage de génome. On sait déjà faire du séquençage de génome depuis, je pense, au moins une bonne dizaine d'années, un peu plus même, une quinzaine d'années, mais les difficultés sont des difficultés d'interprétation. Un génome, c'est extrêmement grand, donc c'est extrêmement difficile. Bon, il y a des difficultés techniques, mais elles sont toutes franchies maintenant. Par contre, ça reste une technique qui pose le problème de l'interprétation bioinformatique des données. Voilà, donc avec ces techniques-là, aujourd'hui, au laboratoire en diagnostic, on est capable de faire de l'exome et on fait un diagnostic dans 40% des déficiences intellectuelles. Dans les troubles du spectre autistique, syndromique, c'est probablement le chiffre auquel on aboutit. Par contre, dans les troubles du spectre autistique isolés, ce chiffre sera certainement un petit peu inférieur. Alors, bon, là, je ne vais pas commenter ça, c'est simplement pour vous dire que j'ai eu connaissance d'une étude sensorielle d'un groupe d'une vingtaine de patients qui présentaient un syndrome d'Asperger, donc un trouble du spectre autistique isolé, sans déficience intellectuelle, dans une équipe du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Donc j'ai travaillé avec cette équipe en leur proposant de voir les patients en consultation et de leur appliquer la stratégie diagnostique qu'on applique aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ces patients n'avaient pas de déficience intellectuelle. Et on a eu, c'est pas vraiment une surprise, disons la demi-surprise, de trouver effectivement chez un des 6 patients que j'ai pu voir en consultation, une mutation d'un gène qui s'appelle TBR1, peu importe, c'est un facteur de transcription, qui était connu pour jouer un rôle dans la déficience intellectuelle, mais pas dans les troubles du spectre autistique isolé. Donc on se rend compte, là encore, que ce sont les mêmes gènes impliqués dans le neurodéveloppement qui peuvent, dans certaines situations, donner des troubles du spectre autistique et dans d'autres, une déficience intellectuelle. Alors, je connais beaucoup moins bien les facteurs environnementaux, mais j'ai regardé un petit peu avant de venir, parce que je me suis dit que je voulais vous en parler. Et alors comment ça s'est passé? Lors de la précédente conférence sur les troubles du spectre autistique, je ne parlais pas des facteurs environnementaux parce que je ne les sais pas et parce qu'il me semblait qu'il n'y avait rien de démontré là-dessus. Et récemment, une patiente qui a un enfant atteint d'un trouble autistique m'a dit, écoutez, vous n'avez rien trouvé sur le plan génétique, mais il faut que je vous dise, pendant la grossesse, je me promenais comme ça, et puis j'étais à la campagne, et puis il y avait un agriculteur qui sulfatait toute la journée son champ, et je me demande si ça a pu avoir un rôle. Elle me dit, je lui ai demandé de sulfater plutôt la nuit, mais voilà. Bon, la réponse c'est qu'on n'en sait rien, mais en tout cas j'ai regardé sur les bases de données de publications scientifiques si on avait des indications sur le rôle éventuel de toxiques environnementaux sur le neurodéveloppement. Et alors, on trouve des choses. Il y a maintenant de plus en plus d'arguments. J'ai retrouvé au moins une quarantaine d'articles scientifiques en faisant une recherche rapide, en croisant Autism Spectrum Disorders et les pesticides. Donc simplement avec ce croisement, il y a plus de 40 articles scientifiques qui sont concordants et qui vont dans le sens d'un rôle des pesticides dans les troubles du neurodéveloppement. Alors il n'y a pas que les pesticides qui sont en cause, il y a les pesticides, les différentes formes de pesticides, les organophosphates, mais d'autres aussi. Mais il y a également les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même à faible dose, on repère une toxicité. Alors il y a d'autres facteurs environnementaux qui jouent un rôle, l'âge parental élevé, la procréation médicalement assistée, le recours à la procréation médicalement assistée, les médicaments, le valproate. Alors ça, le valproate, je connais bien, parce que c'est les malformations associées à une exposition anténatale au valproate, c'est-à-dire quand les mères enceintes prennent... Alors le valproate, c'est quoi? C'est un médicament qu'on utilise
c'est la dépakine, la dépakote. C'est un médicament qu'on utilise dans les troubles épileptiques ou bien dans les troubles de l'humeur, pour réguler l'humeur, tout ça, dépakote. Alors quand les mères sont exposées, prennent cette substance pendant la grossesse, eh bien, il y a un risque que l'enfant présente des anomalies de fermeture du tube neural, c'est-à-dire des malformations du canal médulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu depuis 1982-1983, les premières publications. Par contre, ce qui avait été décidé à ce moment-là, c'était de diminuer les doses de ce traitement chez les mères. Et c'est ce qui a été fait, et donc on ne voyait plus les anomalies de la formation du canal rachidien. Par contre, ce qu'on observait, c'est que les enfants n'avaient pas l'air d'avoir des difficultés plus fréquemment que les autres, troubles des apprentissages, anxiété, parfois troubles du spectre autistique, parfois des diagnostics d'Asperger. Et donc, c'est quelque chose qui s'est révélé petit à petit, et il y a eu une plainte collective d'un certain nombre de patients concernés qui a permis de révéler cette problématique. Et quelques temps avant que ça ne se sache par les médias, vous en avez probablement entendu parler, on a vu ici à Lyon, il y a eu 2 centres qui ont vu beaucoup d'enfants avec des syndromes d'embryofétopathie ovale proate, c'est Lyon et Rennes. C'était un choix de l'association et on avait beaucoup travaillé sur ce sujet donc, il y a plusieurs années parce que les premières publications sont des publications qui avaient été faites à Lyon sur ce médicament. Et donc on sait effectivement que ce médicament joue sur le neurodéveloppement quand les enfants sont exposés en anténatal. C'est parfaitement documenté. Alors, ça veut dire qu'il faut l'éviter pendant la grossesse, dans la mesure du possible. Les périodes d'exposition à risque, il y a quelques périodes, il y a des fenêtres temporelles qui sont importantes. C'est la période périconceptionnelle, la grossesse, et en particulier les 3 premiers mois de la grossesse, mais le reste de la grossesse aussi, et la période postnatale précoce. Y a-t-il des facteurs de protection ? Je parle des facteurs de protection par rapport à ces substances pesticides, métaux lourds, perturbateurs endocriniens. Alors là, il y a encore moins d'études, mais il semblerait que les folates, qui protègent déjà de l'effet du valproate, de la dépakine, pourraient avoir un rôle protecteur également du neurodéveloppement. Donc ça pourrait être des protecteurs relativement intéressants pour le neurodéveloppement. Enfin, des protecteurs qui agissent indépendamment de la cause. Alors, comment l'environnement peut conduire à un trouble du spectre autistique ? On peut poser la question. S'agit-il d'une perturbation du programme génétique lui-même, c'est-à-dire de la séquence de l'ADN ? Donc, a priori, non. On n'a aucun argument pour ça. On sait que certaines substances peuvent entraîner des lésions de l'ADN, mais pas celles-là, pas à ma connaissance. Et pas celles qui conduisent à un trouble du spectre autistique. Et peut-il y avoir une perturbation de la mise en œuvre du programme génétique ? Alors la réponse est oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les fonctions protéiques qui sont modifiées par ces toxiques environnementaux. Ces toxiques environnementaux modifient-ils l'épigénome ? C'est-à-dire, ont-ils un impact sur ces molécules qui vont interpréter les signaux de l'environnement pour donner une indication sur les gènes à exprimer ou non? Eh bien, on sait pour l'alcool qu'effectivement, il y a une modification de l'épigénome, c'est-à-dire qu'il y a une modification des marques chimiques qui entourent l'ADN dans les expositions anténatales à l'alcool. Pour le valproate, on ne sait pas encore. Ça fait partie des projets de recherche qu'on pourrait être amené à mener dans les années qui viennent. Alors, comment ça se passe pour la modification de l'expression des gènes par l'épigénome? Alors, vous pouvez simplement regarder ce petit schéma à droite. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment explicite. En haut, vous avez la molécule d'ADN qui est ce filament, qui entoure des protéines qui sont des sortes de petites boîtes marron. Essentiellement, on va parler des histones. Et les petites boules jaunes correspondent à des radicaux méthyl, CH3. Donc ces radicaux méthyl
sont fixés sur la molécule d'ADN au niveau des cytosines. Et quand il y en a beaucoup, ils prennent de la place. Et en prenant de la place, avec d'autres modifications chimiques, mais en prenant de la place, accompagné d'autres modifications chimiques, la chromatine, c'est-à-dire l'ADN et les protéines qui l'entourent, est compactée, donc n'est pas accessible aux facteurs de transcription, et donc les gènes sont silencieux, ne peuvent pas s'exprimer. Inversement, quand ces radicométhyles sont absents, il y a au contraire une acétylation, c'est des petites boules rouges, des histones et d'autres modifications chimiques qui vont contribuer à étendre, dérouler la molécule ADN qui va devenir accessible aux facteurs de transcription. Et donc le gène va pouvoir à ce moment-là s'exprimer. Donc on termine cette deuxième partie, quelles sont les causes des troubles autistiques. Un trouble du spectre autistique peut être causé par une mutation dans un gène, c'est le monogénisme, ou par une anomalie chromosomique, c'est démontré maintenant depuis plus de 20 ans. Un trouble du spectre autistique peut être causé ou favorisé par une exposition, en particulier anténatale précoce, à un toxique environnemental. C'est démontré maintenant depuis quelques années. Un trouble du spectre autistique peut probablement être causé par une combinaison gène-environnement. Là, j'en ai mis probablement. Et puis, j'ai découvert, c'est très mal connu, effectivement, et puis j'ai découvert cette publication, donc, qui est une publication de mars dernier, qui montre qu'il y a des variants de l'ADN qui prédisposent à la survenue de troubles du spectre autistique, c'est-à-dire que et ces variants sont communs, c'est-à-dire qu'ils sont présents de façon fréquente dans la population générale. Et c'est leur association chez certaines personnes, dans un contexte environnemental particulier, qui pourra conduire à la pathologie. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et c'est la première fois qu'on décrit ce type de mécanisme. Donc effectivement, maintenant on peut dire qu'il y a des formes monogéniques de troubles du spectre autistique, il y a des formes chromosomiques, il y a des facteurs environnementaux qui sont importants, et il y a aussi des mécanismes qui combinent l'ensemble de ces causes possibles dans un modèle multifactoriel. Alors, je termine avec le traitement des troubles du spectre autistique. Alors, doit-on parler de traitement ou de prise en charge? Existe-t-il des guérisons des troubles du spectre autistique? On a déjà répondu à cette question. Alors, je pose la question du traitement et je lirai ce texte. Donc c'est un texte écrit en juillet 2012, une perspective historique de l'autisme d'un auteur du Royaume-Uni qui écrit « Certaines distorsions et idées fausses sur l'autisme restent fortement ancrées. Par exemple, en matière d'intervention, plusieurs traitements pseudo-scientifiques d'une efficacité spécieuse ont été proposés, notamment les chambres hyperbares, la chélation, l'élimination des métaux lourds, et l'enveloppement dans des draps mouillés froids, le packing en France. Heureusement, il existe aussi une énorme quantité de recherches scientifiques très robustes abordant les questions de l'étiologie, de l'épidémiologie, du diagnostic et du traitement de l'autisme. Alors on peut adhérer à ce texte dans une large mesure. Il faut quand même garder en mémoire que les parents nous transmettent parfois des informations que même si on ne les comprend pas, il faut les garder à l'esprit. Par exemple, certains parents vont dire « Vous savez, moi, j'ai mis mon fils à un régime sans gluten, il va beaucoup mieux. » Alors, on ne sait pas s'il y a un lien entre l'autisme et le régime sans gluten. Peut-être qu'il y en a un, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, je pense qu'il faut garder en mémoire ces expériences parce qu'elles sont pas uniques. Peut-être qu'un jour, on aura une explication rationnelle. Enfin, probablement, on aura une explication rationnelle où on pourra exclure le rôle du régime sans gluten dans le traitement. Ou peut-être que c'est un régime qui est efficace dans certaines formes et pas dans d'autres. Alors, comment prend-on en charge les enfants avec un trouble du spectre autistique? Donc, c'est une figure qui va schématiser ce qu'il faut faire. Donc, d'abord, les évaluations. Donc, on évalue les aptitudes et les difficultés et les handicaps de l'enfant, quels sont les domaines dans lesquels il réussit mieux ou moins bien. On va en déduire les besoins en prise en charge. On va donc proposer un certain nombre
d'interventions, qui sont des interventions essentiellement éducatives, mais également psychothérapeutiques et pédagogiques. Bon, psychothérapeutiques, c'est les consultations psychologiques qui peuvent être faites en groupe ou pas. Pédagogique, c'est essentiellement le maintien dans le milieu scolaire ordinaire. Il faut essayer de maintenir les enfants le plus possible, les personnes, dans le milieu scolaire ordinaire. Et les soutiens éducatifs, eh bien, c'est l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie, la kiné. Voilà, tous ces soutiens ces modes éducatifs sont extrêmement utiles et permettent vraiment un pronostic, transforment complètement le pronostic des enfants. Ces projets, donc projets personnalisés d'intervention, sont coélaborés avec la famille et avec l'équipe multidisciplinaire ou pluridisciplinaire qui s'occupe des enfants, donc les soignants, les CAMS. Alors les CAMS, ce sont ces structures d'accueil pour les enfants avant l'âge de 6 ans, en général, qui sont des structures qui regroupent un certain nombre de possibilités de prise en charge éducative, orthophonie, kiné, ergo, psycho. Les CMP, centres médico-psychopédagogiques ou psychologiques. Les MDPH. Alors la MDPH, c'est la partie sociale, la partie prise en charge et aide sociale. Donc c'est les maisons départementales des personnes handicapées qui sont amenées à proposer un certain nombre d'aides sociales aux enfants, d'aides aux enfants et aux parents. Ça peut être une aide financière, ça peut être proposer une AVS, une aide de vie scolaire, une éducatrice de vie scolaire, pour aider l'enfant à rester dans le milieu scolaire. Et voilà, donc c'est un projet qui est important pour aider l'enfant à grandir le mieux possible. Voilà, donc tout ça, j'en ai parlé, de ces méthodes éducatives. Il y a quelques méthodes pédagogiques qu'on peut citer là. Le PEX, qui est un outil de communication par des échanges d'images. L'ABA, qui insiste sur un cadre structuré pour répéter un certain nombre de tâches chez l'enfant, pour que l'enfant puisse apprendre ses actions, ses tâches. L'intégration sensorielle, qui consiste à agir sur différents éléments sensoriels. La méthode TEACH, qui vise au développement de l'autonomie. Enfin, voilà. Donc, ces méthodes sont probablement complémentaires les unes des autres. Et en conclusion, donc, la prise en charge des troubles du spectre autistique repose sur des soutiens éducatifs, adaptés et précoces, psychologiques, le maintien à l'école et les aides sociales. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et je voudrais remercier également les personnes avec lesquelles, qui m'ont permis de faire ce travail et cette présentation. Donc l'équipe de génétique du neurodéveloppement, en particulier les chercheurs avec lesquels je travaille, Sylvie Mazoyer et Marion Delous, le service de génétique du CHU de Lyon, que j'ai dirigé entre 2005 et 2017. Maintenant, je dirige le secteur clinique de ce service. Le centre ressources autisme, qui m'a fourni un certain nombre d'informations et de matériel pour faire la présentation, et en particulier la petite vidéo avec laquelle j'aimerais terminer, avant que vous posiez des questions. Mon petit frère, dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Et il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre. Maintenant mon petit frère il est grand quand même. Mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Mais ça ne fait pas rire. Il fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air.
Il est tranquille, sauf des fois, quand maman passe l'aspirateur, quand on met quelque chose à cuire, quand on passe sous un tunnel, ou quand on chante joyeux anniversaire, quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ongles, ou quand on applaudit, et quand on veut lui couper les cheveux, alors là il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle là. Mon papa et ma maman, ils sont obligés de lui couper les cheveux quand il dort. Tout doucement. Mon petit frère, il va à la crèche, mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air. Comme toujours, quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça, les bijoux, lui, parce que ça brille. Mais il les touche pas. Ou un tout petit peu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup de docteurs, des spécialistes, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait les courses, même en voiture, il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il est né comme tout le monde, mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune, comme les bouches d'égout. Il s'arrête toujours devant une bouche d'égout. Et c'est vrai, hein? Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Aussi, il aime monter les escaliers, mais pas descendre, hein? Il préfère monter. Mais il s'arrête pas, hein? Il monte. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée. Parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors, je donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. Je joue du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien.
Mon petit frère. Il est 7h25, alors s'il y a encore une ou deux questions, on peut... J'ai le micro à votre disposition. Les mutations génétiques, on ne sait pas forcément ce qui les occasionne. Non, ça on ne sait pas bien ce qui occasionne les mutations génétiques. On sait qu'il y a entre 60 et 100 mutations génétiques qui se produisent de novo, accidentellement. C'est-à-dire que, en fait, le matériel génétique, c'est la copie du matériel génétique parental. Et donc, on hérite de la moitié du matériel génétique d'un parent et de la moitié du matériel génétique de l'autre parent. Et au-delà, donc 3 milliards de nucléotides, 3 milliards d'informations, et parmi ces 3 milliards, il y a entre 60 et 100 variations de l'ADN qui ne sont présentes ni chez l'un ni chez l'autre, qui sont des accidents génétiques. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. De façon physiologique, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, on sait qu'il y a un certain nombre de substances qui sont capables de créer des lésions de l'ADN. Absolument. Oui, tout à fait. Moi, ma question, c'était pour les patients très à risque d'avoir un enfant justement qui aurait cette maladie. Est-ce qu'il y aura un diagnostic prénatal qui sera proposé dans les années à venir, ou vous pensez que d'un point de vue éthique, ça serait Oui, le diagnostic prénatal est déjà proposé. C'est-à-dire que dans les situations où on identifie la cause génétique, si les signes cliniques sont suffisamment sévères, on peut effectivement proposer un diagnostic prénatal et accepter. Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal peuvent accepter le. Et aussi, vous parliez des mutations de l'exome, mais est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur les mutations introniques ou pas du tout ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, des recherches, oui, mais pas. C'est pas accessible en diagnostic. Des recherches, oui. Alors, les mutations introniques, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des mutations perte de fonction. Il doit y avoir quelques mutations introniques qui ont été rapportées, déjà. Dans un cadre de recherche, oui. Dans un cadre de diagnostic, on ne les recherche pas encore. Sauf les mutations introniques qui sont à proximité des exons. Quand vous parlez de diagnostic du coup prénatal, on est d'accord que c'est du coup par rapport à la génétique, pas par rapport à l'expression des signes cliniques? Absolument. C'est un diagnostic qui n'est possible que lorsqu'il existe un marqueur biologique de certitude. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit absolument certain que ce soit cette mutation qui est responsable du phénotype, des signes cliniques, et la présence de cette mutation doit conduire à la pathologie, et l'absence, théoriquement, permet d'exclure la survenue de cette forme-là, en tout cas, de la pathologie. Oui, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien très étroit, démontré, entre la présence de la mutation et la pathologie. Et le diagnostic se fait sur la présence de la mutation, soit dans les cellules amniotiques, soit dans les cellules des villosités choriales. Donc ça veut dire qu'on sera pratiquement sûr que du coup l'enfant sera TSA. Ah oui. Non, pour l'instant non. Il y a des réflexions sur la thérapie génique parce qu'on a des outils maintenant beaucoup plus performants qu'auparavant pour modifier le génome. Et donc, il y a une réflexion qui commence à naître sur la déficience intellectuelle et plus généralement les troubles du neurodéveloppement. Mais dans cette pathologie-là, non, il n'y a pas de thérapie génique pour l'instant. Pardon, ça arrive. Bonjour, messieurs, pour la présentation. J'ai juste deux questions. Donc, la première, c'est, d'après vous, c'est quoi le taux d'échec du diagnostic d'une personne qui a la TSA, par exemple? Et des deux, sachant que vous avez dit de 1 sur 100 personnes qui peut être atteinte de TSA, si on prend une personne quelconque qu'on dit qui est normale, quelle est la probabilité de dire que finalement elle peut être atteinte de quelques troubles de spectre d'autisme? C'est-à-dire, vous voulez dire une personne normale? Je ne sais pas, par exemple, de la population vous passez sur le test, est-ce que... Alors, c'est une très bonne question. Théorique, c'est-à-dire que
on a l'habitude de rechercher des mutations devant la présence d'une pathologie. Mais la question, c'est est-ce que cette mutation existe dans la population générale? Donc ça, c'est une excellente question. Et on a l'habitude d'admettre que la mutation cause la pathologie, mais en réalité, il faudrait théoriquement la rechercher dans une population générale. Alors, ce qui se passe quand même, c'est qu'on a des bases de données. On a des bases de données de population qui nous permettent de savoir que, par exemple, quand on identifie une mutation chez un patient, eh bien, cette mutation n'a jamais été retrouvée chez plusieurs milliers de contrôles et qu'elle n'a jamais été retrouvée non plus chez des patients, d'ailleurs. Souvent, c'est des mutations uniques, privées. Mais effectivement, on n'a pas de connaissances systématiques. On ne sait pas si on serait amené à la trouver dans la population générale non porteuse de troubles du spectre autistique, puisqu'on n'est pas capable de tester ça, en dehors de ces bases de données où on a testé effectivement des échantillons de population qui ont permis de voir que ce sont des variants qu'on ne retrouve pas, pour les formes monogéniques, ce sont des variants qu'on ne retrouve pas dans la population générale. Du coup, supposons qu'on amène un enfant, d'après les tests, on a plutôt tendance à dire qu'il a certains troubles sur le spectre. Oui. Mais finalement, c'est pas vrai. Quel est le pourcentage de se tromper, on va dire, dans ce cas-là? C'est pas vrai, c'est-à-dire? C'est-à-dire que peut-être c'était une mauvaise interprétation, c'était juste... De la mutation, de la présence de la mutation? Soit la mutation, soit le comportement de l'enfant, c'était juste... Alors, le comportement, il y a des tests cliniques. On a vu l'ADI-LADOS qui permettent de poser un diagnostic positif, un diagnostic de trouble du spectre autistique, donc on se réfère à ça. Après, pour la cause, eh bien, il y a un spectre d'informations, il y a tout un ensemble d'informations qui peuvent laisser penser que cette mutation est pathogène ou pas. C'est tout un ensemble, un faisceau d'arguments. Dans ce faisceau d'arguments, il y a le type de la mutation, le type de gène, est-ce qu'il a déjà été décrit dans cette pathologie ou pas, est-ce que la mutation a déjà même été décrite, quel est l'effet de la mutation sur la protéine, est-ce que cette mutation est retrouvée ou pas justement dans les bases de données, en principe elle ne doit pas l'être, est-ce que cette mutation est survenue de novo? Si effectivement c'est un événement accidentel, ils sont tellement rares ces événements accidentels que la probabilité de trouver un événement accidentel concomitant d'une pathologie clinique qui survient chez cet individu et personne d'autre dans la famille est très faible. Donc c'est un argument important, le fait que la mutation soit survenue de novo. Et puis, donc mutation nouvelle. Et puis il y a les tests fonctionnels ensuite, c'est-à-dire qu'on peut étudier la fonction protéique chez l'individu, par exemple en testant des cellules sanguines ou en testant des cellules de la peau, donc des cellules accessibles, on peut étudier la fonction de la protéine codée par ce gène et montrer que cette protéine est déficiente. Donc ça, c'est des études qu'on fait en recherche, qu'on ne fait pas en diagnostic, mais qu'on fait en recherche. Et puis après, il y a d'autres stratégies. On peut utiliser aussi on utilise parfois des modèles cellulaires ou des modèles animaux. Ce sera donc la dernière question de la soirée. Pour ce qui est du pourcentage homme-femme dont vous parliez Oui. Les troubles du spectre autistique sont beaucoup plus fréquents chez l'homme. Oui, non, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas erreur là-dessus, dans la mesure où on constate actuellement, d'après tout ce que j'ai pu lire, et puis les recherches qui sont faites, il y a beaucoup de femmes qui ignorent qu'elles sont en fait Asperger, par exemple. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a réellement un excès d'hommes, d'après les critères cliniques qui sont choisis. Cet excès d'hommes est surtout marqué dans les formes isolées. Dans les formes syndromiques, cet excès d'hommes est moins important. Par exemple, dans la déficience intellectuelle, aussi il y a un excès d'hommes déficient intellectuel. On le voit bien d'ailleurs quand on dessine la courbe des QI dans la population. On a une double courbe de Gauss avec la courbe de Gauss classique de déficience intellectuelle, et puis une courbe, enfin un excès de personnes concernées par la déficience intellectuelle, qui sont des garçons. Et on ne sait pas encore pourquoi il y a cet excès de garçons. Alors on le sait partiellement parce qu'il y a pas mal de déficiences intellectuelles qui sont liées au chromosome X. Et les garçons n'ont qu'un X, les femmes en ont deux, donc elles sont protégées.
Donc là, on a une part de l'explication. On n'a pas toute l'explication pour la déficience intellectuelle. Et pour les troubles du spectre autistique, il y a aussi des gènes sur le chromosome X. Donc il y a une part de l'excès de garçon qui est expliquée par ce phénomène-là. Mais pas la totalité. Ça sera... Alors c'était l'avant-dernière, et là c'est passé. Vous parliez du coup que certaines pathologies se retrouvent dans le chromosome X, mais est-ce que dans le Y, du coup, on en a quand même ou pas? Non, il n'y a pas grand-chose dans le Y. Il y a les gènes de la détermination sexuelle, et puis des petites choses anecdotiques, les poils sur les oreilles. Rien de très intéressant. Enfin, différenciation sexuelle, ça peut avoir un intérêt, mais... Cette veille de journée de la femme, enfin des droits des femmes, pas de la journée de la femme, on restera avec la conclusion qu'on n'est pas tout à fait égaux face à la maladie, et en tout cas aux troubles du spectre autistique. En tout cas, il y a quelques différences entre hommes et femmes. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Merci à tous, merci de votre intervention. Merci à tous de votre présence.